La chaleur à Aix-en-Provence ne vous frappe pas seulement, elle vous engloutit tout entière, surtout en pleine canicule. Mais alors que je me tenais dans ma propre allée, fixant ma porte d'entrée, la sueur qui coulait dans mon dos ne venait pas du soleil, c'était une sueur froide. Un gros SUV noir que je ne reconnaissais pas était garé là où ma voiture aurait dû se trouver, et un homme que je n'avais jamais vu se tenait sur le pas de ma porte, tenant un document qui avait l'air terriblement officiel. Il n'était pas agressif, il avait l'air confus. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, comme si c'était moi l'intruse. J'ai désigné la maison du doigt en bégayant que c'était chez moi, la voix tremblante. Il a regardé le papier dans sa main, puis m'a fixé. « Plus maintenant ?» a-t-il dit calmement, « j'ai signé l'acte de vente définitif il y a 10 jours, j'ai le titre de propriété juste ici. » Je suis resté pétrifié. Il me l'a montré, c'était un acte authentique de vente en bonne et due forme, et tout en bas, à côté d'un tampon de notaire que je ne connaissais pas, se trouvait ma signature. Une signature que je n'avais jamais apposée. On vendait une maison que je n'avais jamais mise sur le marché, le tout pendant que j'étais à 10 000 kilomètres de là. Mon frère ne s'était pas contenté d'emprunter mon logement pendant mon absence, il l'avait vendu. Avant que je vous raconte ce que j'ai fait à l'homme qui se tenait dans mon salon, laissez un commentaire pour me dire quelle est la chose que votre famille a faite et que vous ne pourrez jamais pardonner, je les lis tous. Je n'ai pas crié, je n'ai pas essayé de forcer le passage devant Monsieur Lefebvre. Il n'était pas l'ennemi, il n'était que l'arme que mon frère avait utilisée pour m'éviscérer. Il a eu l'air soulagé quand j'ai reculé, me tendant un bout de papier avec une adresse griffonnée dessus. « Ils ont déménagé vos affaires ?» a-t-il murmuré d'un air gêné, « ils ont dit qu'ils les mettaient en garde-meuble. » Je suis remonté dans ma voiture de location, la climatisation à fond, mais elle ne parvenait pas à apaiser la brûlure qui montait dans ma poitrine. J'ai roulé pendant 20 minutes jusqu'à la périphérie, dépassant les zones commerciales et la poussière jusqu'à atteindre une rangée de box en métal rouillé dans une zone industrielle isolée. Ce n'était pas un entrepôt climatisé, c'était une boîte de conserve géante sous le soleil de plomb du sud. Quand j'ai relevé le rideau de fer, l'air qui m'a frappé n'était pas seulement brûlant, il était chimique. Ça sentait le vieux papier et la colle qui se dissout. La température à l'intérieur devait frôler les 50 degrés. Mon canapé en cuir était là, lacéré sur le côté comme s'il avait été traîné sur du béton. Ma télévision avait disparu, mais ce sont les cartons dans le coin qui contenaient toute ma vie. J'ai ouvert celui marqué « Bureau ». Mon diplôme de master de l'université Dauphine, celui pour lequel j'avais cumulé 2 jobs pendant que Bastien faisait la fête avec l'argent de nos parents, était gondolé en forme de U. Le verre du cadre était brisé, mais c'est le carton en dessous qui m'a achevé. Il portait l'étiquette « Mamie ». J'ai sorti l'album photo. Les pochettes en plastique avaient fusionné sous la chaleur. J'ai essayé de les décoller, mais l'encre venait avec le plastique. Les photos de mariage de ma grand-mère, les clichés de mon enfance, les seules preuves tangibles que j'avais un jour été une enfant aimée, n'étaient plus que des traînées de couleurs déformées. Ils n'avaient pas seulement volé ma future maison, ils avaient incinéré mon passé pour économiser 50 € par mois sur un box climatisé. C'est à ce moment précis que la fille en moi est morte. Cette part de moi qui voulait leur plaire, les sauver, être la gentille petite sœur qui maintient la paix. Elle a fondu là, sur ce sol en béton sale. J'ai essuyé la sueur de mes yeux. Je n'ai pas appelé ma mère pour pleurer, je n'ai pas appelé Bastien pour hurler. Je suis retourné à la voiture et j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le capot. Ma famille savait que je travaillais avec les chiffres. Ils aimaient se vanter que j'étais doué avec l'argent chaque fois qu'ils avaient besoin d'un prêt, mais ils n'avaient jamais pris la peine de demander en quoi consistait réellement mon métier. Ils pensaient que je n'étais qu'une comptable de luxe. Ils oubliaient que je ne me contente pas d'équilibrer des comptes, je dissèque des cadavres financiers. Je m'appelle Amandine et je suis auditrice judiciaire spécialisée dans la traque d'actifs. Je traque l'argent à travers des sociétés écrans, des comptes offshore et des mixeurs de crypto-monnaies pour le compte de l'État. Je trouve l'argent que les cartels et les PDG corrompus essaient de cacher. Et mon frère, le soi-disant génie de la crypto, venait de laisser une trace indélébile derrière lui. J'ai partagé la connexion de mon téléphone et je me suis connecté à la base de données du registre des hypothèques. Il m'a fallu 3 clics pour trouver le document de procuration. Il était daté du 14 octobre. J'ai fixé la signature en bas, une imitation parfaite de ma propre écriture. Le 14 octobre, le jour où je présentais un dossier de fraude dans une salle de conférence à Tokyo, à l'autre bout du monde. J'ai fermé l'ordinateur.
La tristesse avait disparu, remplacée par un froid glacial et rythmique dans mes veines. Il pensait être malin. Il pensait que je n'étais qu'une sœur qu'il pouvait malmener. Il n'avait aucune idée qu'il venait de me remettre l'arme qui allait les anéantir. Je me suis assise sur le siège avant, le moteur tournant juste pour garder la clim, et j'ai appelé ma mère. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Peut-être de la panique, peut-être des aveux larmoyants disant qu'ils avaient été forcés. Je voulais croire, juste une seconde, que mes parents étaient aussi des victimes. Chantal a décroché à la deuxième sonnerie. « Ah, tu es rentrée ?» a-t-elle demandé. Sa voix n'était pas chaleureuse, elle semblait agacée, comme si j'étais arrivé à un dîner avec une heure d'avance. Je suis devant le garde-meuble, maman, ai-je dit en regardant le bloc de photos fondu sur le siège passager. Ma maison est vendue. Mes affaires sont détruites. Dis-moi que tu n'étais pas au courant. Elle a soupiré, un long soupir théâtral d'épuisement. Oh, arrête ça, Amandine. Arrête d'être aussi dramatique. Personne n'a rien détruit, on a juste déménagé tes affaires. Vous avez vendu ma maison, ai-je répété d'une voix monocorde, c'est un crime grave. C'était une décision familiale, a-t-elle aboyé, faisant tomber instantanément le masque. Bastien était dans une situation délicate. Il avait besoin de liquidité. Il a une vision, Amandine. Il construit quelque chose de réel cette fois, de la logistique blockchain. Il sera millionnaire d'ici Noël. Il avait juste besoin d'un capital de départ. Un capital de départ, ai-je dit en pesant chaque mot. C'était ma maison. C'est moi qui l'ai payée. Et tu en as bien assez, a-t-elle crié. Regarde-toi. Pas de mari, pas d'enfant. Tu as presque 32 ans et tu cours partout au Japon en jouant au détective pendant que ton frère essaie de bâtir un héritage. Il avait plus besoin de cette maison que toi. Les hommes ont besoin de bâtir des empires, Amandine. Les femmes, elles, ont juste besoin de se poser. Arrête d'être aussi cupide. Cupide. Je leur avais envoyé des chèques tous les mois pendant 5 ans. J'avais payé pour leur nouvelle toiture. Et maintenant, parce que je voulais garder la maison que j'avais achetée, j'étais cupide. J'ai raccroché sans dire au revoir, sans crier. J'ai juste appuyé sur le bouton et mis fin à l'appel. Ensuite, j'ai appelé Bastien. Il a répondu avec un rire dans la voix, on entendait des bruits de couverts en arrière-plan. Il était au restaurant. Amandine, a-t-il lancé. J'ai appris que tu étais de retour. Écoute, ne pique pas une crise. Je nous ai rendu service. J'ai vendu au plus haut du marché. Tu devrais me remercier. Tu as imité ma signature, Bastien. J'ai géré nos actifs, a-t-il corrigé, son ton passant de jovial à condescendant. Tu nous as abandonnés, tu te souviens? Tu es parti à Tokyo pour jouer à la femme d'affaires. Tu as laissé cette grande maison vide, gâchée. Tu sais à quel point c'est insultant d'avoir autant et de laisser tout pourrir pendant que ta famille galère? Et voilà. La logique du parasite. En psychologie, on appelle ça la dissonance cognitive. C'est la gymnastique mentale qu'un narcissique pratique pour protéger son ego de la vérité. Bastien ne pouvait pas admettre qu'il était un voleur, car cela ferait de lui le méchant. Alors, il a réécrit l'histoire. Dans son esprit, mon succès n'était pas mérité, il lui avait été volé. Mes économies n'étaient pas les miennes, c'était une ressource familiale que je confisquais. Il croyait sincèrement être la victime. Il croyait qu'en volant ma maison, il ne faisait que corriger une injustice cosmique. Il était Robin des Bois volant sa riche sœur pour donner à son frère méritant. Je n'ai abandonné personne, ai-je dit, la voix glaciale. Je travaillais pour payer la maison que tu viens de voler. Tu n'as pas besoin d'une maison de 4 chambres, Amandine, a-t-il hurlé, son sentiment de supériorité éclatant. Tu es célibataire, tu n'es jamais là. Moi j'ai une fiancée maintenant, j'ai un avenir. J'ai investi cet argent, je l'ai fait fructifier. Quand les rendements tomberont le mois prochain, je te ferai un chèque pour ta part. D'ici là, grandis un peu et arrête de gâcher mon moment. Ta part. Comme s'il me faisait une fleur. Où est l'argent, Bastien, ai-je demandé. Il est bloqué, a-t-il dit d'un ton méprisant. Sur un cold wallet. Tu ne comprendrais rien à la technologie. Attends juste le paiement.
Maintenant je dois te laisser, on fait ça. La ligne a coupé. J'ai fixé le téléphone. Il n'avait pas peur. Il n'était pas désolé. Il fêtait ça. Il était assis quelque part en train de manger un repas payé avec le fruit de mon travail acharné, en riant de sa sœur cupide. J'ai de nouveau regardé les photos fondues. La tristesse qui pesait sur ma poitrine s'est évaporée, remplacée par une clarté si tranchante qu'elle ressemblait à un scalpel. Ce n'était pas ma famille, c'était des parasites. Et on ne négocie pas avec des parasites. On ne leur demande pas d'excuses. On les extermine. J'ai essuyé la sueur de mon front avec le revers de ma main. C'était la dernière réaction physique que je m'autorisais. J'ai fermé les yeux 3 secondes, inspiré l'air vicié de la voiture et j'ai basculé l'interrupteur dans mon cerveau. La sœur avait disparu, la fille n'était plus là. À leur place se trouvait l'auditrice. Je ne suis pas allé chez mes parents pour hurler. Je ne suis pas allé à l'appartement de Bastien pour frapper à la porte. Je suis allé au Starbucks le plus proche, j'ai acheté le café noir le plus fort qu'ils avaient et j'ai ouvert mon ordinateur. Ils pensaient avoir affaire à une jeune femme au cœur brisé. Ils oubliaient qu'ils avaient affaire à une femme qui démantèle des cartels pour le ministère de la Justice. J'ai commencé par l'acte de vente. J'ai récupéré la copie numérique au registre. Le tampon du notaire appartenait à une clerc nommée Sophie Bertrand. J'ai fait une recherche sur son nom, 2 plaintes antérieures pour des irrégularités. Un levier parfait. Ensuite, le passeport. J'ai scanné mon tampon d'entrée au Japon, 14 octobre. Puis j'ai extrait les manifestes de vol de mon compte de fidélité aérien. J'avais une empreinte numérique qui me plaçait dans un Shinkansen vers Kyoto à la minute exacte où ma signature séchait sur un document en France. La physique était mon premier témoin, on ne peut pas être à 2 endroits à la fois. Ensuite vint l'argent. Bastien affirmait l'avoir investi et qu'il était bloqué. J'ai utilisé son numéro de sécurité sociale, que je connaissais par cœur pour avoir cosigné son premier prêt auto, et j'ai lancé une analyse de solvabilité. Les résultats ont envahi l'écran en quelques secondes. Il n'avait pas investi un centime. Il l'avait blanchi par pure stupidité. J'ai vu les transferts, 3 énormes sommes d'argent vers une plateforme d'échange de crypto. Il pensait que la crypto était anonyme. Il oubliait que la blockchain est un registre public et que je possède des logiciels conçus pour désanonymiser les adresses de portefeuille. J'ai tracé le flux. L'argent n'était pas sur un portefeuille sécurisé pour l'avenir, il était siphonné. Transaction 1, 92 000 € chez un concessionnaire de luxe à Cannes pour une Porsche Cayenne. La voiture de frimeur par excellence. Transaction 2, 28 000 € chez un joaillier pour une bague en diamant de 3 carats. Ça expliquait la fiancée. Transaction 3, 15 000 € dans une agence de voyage pour des billets en première classe vers les Maldives pour 4 personnes. Il dépensait ma maison pour s'acheter une vie imaginaire. Il achetait de l'affection avec mon capital. J'ai tout compilé, les registres de vol, les scans de passeport, l'audit comptable des fonds volés, la preuve irréfutable que la procuration était un faux. J'ai tout organisé dans un seul fichier PDF intitulé « Preuve de fraude criminelle, Bastien Rillet ». Je ne l'ai pas imprimé à l'hôtel, je suis allé dans un centre d'impression professionnel et je l'ai fait relier. 45 minutes plus tard, je franchissais les portes du commissariat central. Je n'ai pas attendu dans la file pour les tapages nocturnes ou les accrochages de voitures. Je suis allé voir le brigadier de service et j'ai posé le dossier sur le comptoir. Je ne suis pas ici pour déposer une simple plainte, ai-je dit d'une voix ferme, je suis ici pour vous remettre un dossier clé en main pour vol aggravé, escroquerie en bande organisée et usurpation d'identité. Le préjudice total dépasse les 800 000 €. Le policier m'a regardé avec ennui jusqu'à ce qu'il ouvre le dossier. Il a vu le tampon du passeport, le traçage bancaire, le travail d'une professionnelle qui avait fait son boulot à sa place. Il a décroché son téléphone. 10 minutes plus tard, j'étais assise dans le bureau du capitaine Morel. Il ne m'a pas demandé s'il s'agissait d'un malentendu familial ou si on pouvait s'arranger. Il a regardé les preuves, m'a regardé, et a pris sa radio. On a besoin qu'un juge signe ça, a dit Morel, mais avec cette piste, ça prendra moins d'1 heure. Je suis sorti du commissariat sous le soleil aveuglant d'Aix. J'avais une copie des documents en main. Ce n'était plus une plainte, c'était un missile et je savais exactement où le lancer. J'ai localisé Bastien.
C'était facile, son nouveau SUV avait un système GPS relié au compte du concessionnaire que j'avais trouvé dans son rapport de solvabilité. Et le concessionnaire avait une fonction, localiser mon véhicule, pour les propriétaires, ou dans mon cas, pour quelqu'un qui connaissait le numéro de sécurité sociale du propriétaire. Le point sur la carte brillait en plein cœur de Cannes, sur la croisette. Le Blue Pearl. Évidemment. Le Blue Pearl était le genre d'endroit où l'on servait de la viande à la feuille d'or et où l'on facturait l'accompagnement d'asperges à 50 €. C'était le genre d'endroit où l'on allait pour être vu, pour montrer à tout le monde qu'on avait réussi. Et mon frère, l'homme qui avait volé mon avenir pour payer son présent, était là, en train de faire la fête. J'ai envoyé l'adresse par SMS au capitaine Morel. Il est au Blue Pearl. J'entre. Attendez-nous, a répondu Morel. Je serai à l'intérieur, ai-je répliqué. J'ai garé la voiture de location à une rue de là. La chaleur de la journée était enfin retombée, laissant place à une soirée douce et sèche. J'ai lissé ma chemise. Je ne portais pas de tailleur de luxe, j'avais les mêmes vêtements de voyage que j'avais depuis Tokyo, un jean, un chemisier, des chaussures confortables. Je n'avais pas besoin de me mettre sur mon 31 pour ça. La vérité n'a pas besoin de smoking. Je suis entré dans le restaurant. La climatisation m'a frappé en premier, un mur d'air frais qui sentait le parfum cher et la viande maturée. L'éclairage était tamisé, intime. Un pianiste massacrait doucement un standard de jazz dans un coin. Et ils étaient là. Ils étaient à la meilleure table du restaurant, une grande banquette ronde près du centre de la pièce. Bastien présidait en bout de table. Il portait un nouveau costume, quelque chose de brillant et mal ajusté. À côté de lui se trouvait une femme que je supposais être la fiancée, une blonde jolie qui riait à chacune de ses blagues. Mes parents, Gérard et Chantal, rayonnaient. Ils semblaient plus jeunes, plus heureux que je ne les avais vus depuis des années. Ils mangeaient du bœuf wagyu, je pouvais voir la viande persillée dans leurs assiettes. Ils buvaient une bouteille de vin qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Ils étaient en train de manger ma maison. J'ai traversé la salle. Le bruit de mes propres pas semblait assourdissant à mes oreilles, mais personne d'autre ne le remarquait. Ils étaient trop occupés par leur propre vie. Jusqu'à ce que j'atteigne la table. Je me suis arrêté juste à côté de Bastien. Il ne m'a pas vu tout de suite, trop occupé à verser du vin à sa fiancée. À l'avenir, a-t-il lancé en levant son verre. À l'avenir, ai-je répété. Bastien s'est figé. La bouteille de vin a cogné contre le verre. Il a levé les yeux, son sourire a vacillé, puis a totalement disparu. Amandine, a-t-il bafouillé. La fourchette de ma mère a heurté l'assiette. Tu ne devrais pas être ici, a-t-elle sifflé. Va attendre dans la voiture. Je ne vais nulle part, ai-je répondu d'une voix calme. Je suis venu rendre quelque chose. J'ai posé les preuves sur la table, le tampon du passeport, les transferts bancaires, le reçu du concessionnaire, juste au-dessus de leur steak. Ça prouve que j'étais au Japon quand tu as vendu ma maison, ai-je dit. Tu as imité ma signature. Tu as volé l'argent. La fiancée de Bastien le fixait, incrédule. Tu m'avais dit que tu avais vendu tes cryptos. Elle ment, a-t-il bégayé. Je suis la victime d'un crime fédéral, ai-je ajouté. Mon père s'est levé. Pars tout de suite ou je te fais sortir de force. Et c'est pour voir. Le restaurant est devenu silencieux. Je me suis retourné pour voir le capitaine Morel et 2 officiers derrière moi. Bastien Rillet, vous êtes en état d'arrestation pour vol aggravé, escroquerie et usurpation d'identité. Les menottes ont claqué. Bastien me regardait, terrifié. Amandine, je suis ton frère. Je sais. C'est pour ça que c'est un crime. C'est alors que ma mère a explosé. Elle a hurlé, a griffé un policier, m'a lancé des accusations délirantes. La tactique classique de l'agresseur qui se fait passer pour la victime. Quand ça a échoué, elle a simulé un malaise, haletant en tenant son cœur. La foule a commencé à murmurer. 1 minute plus tôt, j'étais la victime, et soudain, j'étais la fille sans cœur qui tuait sa mère. Je me suis approché. Sa respiration était régulière, son teint normal. Sa main bloquait opportunément le passage. Elle n'était pas en train de mourir, elle essayait de contrôler la pièce. Je l'ai enjambée.
Elle va très bien, ai-je dit à l'officier. J'ai payé son bilan cardiaque complet la semaine dernière dans une clinique privée. Elle est en parfaite santé. C'est juste un caprice. Ma mère s'est redressée d'un coup, crachant des insultes. La salle a enfin vu la vérité. Emmenez-le, ai-je dit. Ils ont traîné Bastien dehors pendant qu'il hurlait à sa mère de le sauver. Ma mère m'a attrapé, ses ongles s'enfonçant dans ma peau. Répare ça. Qui va s'occuper de nous? Pas d'amour, pas de remords, juste de la dépendance. Vous auriez dû y penser avant de manger ma maison, ai-je dit avant de sortir. 45 minutes plus tard est arrivée la mise en demeure. Mon père prétendait que les 20 000 € qu'il m'avait donnés pour mon apport il y a 10 ans étaient un investissement et exigeait la moitié de la plus-value en échange de l'abandon des charges. Je l'ai appelé. Si on va au tribunal, ai-je dit, tu devras admettre que tu as menti sur une lettre de don à la banque. C'est une fraude bancaire. 30 ans de prison, 1 million d'euros d'amende. Silence radio. Puis il a raccroché. Aucune poursuite n'a été engagée. Bastien est resté en prison parce qu'ils avaient trop peur de mettre leurs propres actifs en danger. Ils ont vendu leur camping-car et ont disparu dans une banlieue banale. J'ai vendu la maison à l'homme qui avait essayé de l'acheter illégalement, mais légalement cette fois, et j'ai emménagé en centre-ville dans une tour de haut standing, sans garage, sans box, sans bagages. Ce soir, je suis sur mon balcon à regarder le coucher de soleil. Pour la première fois, je ne suis plus une fille qui maintient sa famille à bout de bras en se sacrifiant. Je suis juste Amandine. Le prix a été élevé, mais je le paierai à nouveau.